Eh bien, je suis ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Jean-Louis Borloo. On va évidemment parler d'éducation, puisque vous avez été le premier à poser des questions à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Borloo, sur ce rapport catastrophique, donc le rapport PISA. Mais est-ce que vous considérez ce matin que la réforme fiscale et l'inversion de la courbe du chômage donnent un peu d'air à François Hollande, ou est-ce que tout ça est vain? Votre question, c'est au titre du fonctionnement de nos institutions, j'imagine, en termes politiciens. Indiscutablement, c'est un joli coup politique qui permet de respirer un petit peu Jean-Marc Ayrault, mais au fond, c'est pas trop le sujet. Bon. C'était la question. Non, c'est la question. Oui, c'est un joli coup politique et il n'est pas interdit d'être habile en politique. Bon. Donc moi, ça ne me pose pas de difficulté. Moi, j'ai rencontré évidemment Jean-Marc Ayrault comme chacune et chacun en responsabilité. Et je lui dis deux choses. Je lui dis, nous sommes tout à fait prêts à regarder, à discuter, à concerter. Mais il s'agit de la sur réforme tout fiscale. Ça. Oui, je parle de la réforme fiscale. Mais il y a deux conditions simples. La première, c'est que il faut que la méthode soit simple et claire, et qu'elle soit écrite. On ne va pas passer 2 ans et demi à commenter des commentaires d'articles de journaux, ou de rumeurs. Il ne faut pas que ce soit un enfumage général, quoi. Oui, mais moi je ne fais pas de procès d'intention. Je dis, quand on veut attaquer des sujets difficiles dans n'importe quelle organisation, une entreprise, dans n'importe laquelle, on a un format de départ, on a une documentation, et puis on a des échanges rédigés, un minimum. Sinon, on va partir dans quelque chose d'absolument invraisemblable qui, du coup, joli coup politique de départ, catastrophe à l'arrivée. Parce que si Et quand on passe... vous l'avez vu comme moi, vous l'avez trouvé sincère, vous avez l'impression qu'il était en train de vous enfumer? Oh non, je le trouvais sincère, moi je juge pas. Bon, il était là avec son ministre du budget, son ministre des Relations avec le Parlement, et ses collaborateurs. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la règle du jeu. La règle du jeu, il faut dire, en tout état de cause, moratoire intégral sur toutes les hausses. Je dis, deuxièmement, il faut revenir sur la TVA, sur les taux intermédiaires, notamment sur le bâtiment. Je dois dire qu'avant-hier, ça a été fait. Bon. Troisièmement, la même chose sur les transports publics. Vous avez vu qu'on annonce une augmentation de la RATP à cause de la TVA. Quatrièmement, on peut adresser des signes de quelques anomalies à rectifier. Exemple, je ne vois pas pourquoi la France serait un paradis fiscal pour le Koweït et le Qatar. Aucune fiscalité des plus-values, c'est pas dramatique, mais enfin, je pense qu'il y a quelques anomalies. Bon, ça, sur le Qatar et le Koweït, on verra. Mais surtout, une méthode écrite, un calendrier serré. On va pas bavasser 2 ans. Excusez-moi, les situations sont au fond parfaitement connues et parfaitement claires. Et dernier point. La plus grande injustice et perte d'efficacité de notre pays, c'est la fiscalité locale, qui fait 2 fois l'impôt sur le revenu. Les Français payent 2 fois plus d'impôts locaux que l'impôt sur le revenu. Or, c'est la situation la plus invraisemblable du pays. Gros, si vous êtes plutôt riche dans une commune plutôt aisée, et vous habitez dans un très bel haussmannien, la pression fiscale sera 10 fois moins élevée que si vous habitez dans un logement neuf, dans une commune pauvre, et si vous êtes travailleur modeste français. Non, mais je reviens sur cette affaire de fiscalité locale, parce que de 1 à 10, où il y a trop d'argent quelque part, où il n'y en a pas assez ailleurs, c'est pas concevable qu'on continue cette fiscalité-là. Donc, un calendrier serré, sinon ça va être anxiogène, sinon personne ne va investir dans le ça pays, l'est déjà. ni les ménages. Enfin, si on dit, voilà, on a une réforme, on se donne 4 mois et demi, 5 mois, voilà comment on fonctionne, je vous adresse des documents avec les impacts sur telle ou telle modification, bon voilà, c'est une réforme, c'est difficile. Mais quand Sapin dit sur BFM TV, c'est fini les hausses d'impôts. Mais le problème, est-ce que vous le croyez pas? Parce que vous lui en avez parlé, Ayrault. Oui, alors je lui ai dit... Monsieur le Premier ministre, c'est ça dont les Français on se dit pas exactement. Moscovici. Je vais vous dire très exactement, je lui dis, pour être crédible, quand tu dis à prélèvement constant, comme on a dérivé depuis 18 mois par rapport aux annonces du gouvernement, pour être crédible, il faut que tu indiques d'ores et déjà, quels sont les 20 milliards d'économies réelles, pas des plus ça va moins vite, moins ça va plus loin, ce qui sont en le gros ralentissement de la hausse. Oui, c'est ça. Bon, donc quelles sont les vraies baisses structurelle de 20 milliards par an. Il y a tout comme ça. Il m'a dit, tu as raison. Voilà, bon, on a eu cet entretien d'1 heure, 3/4 d'heure. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la méthode, c'est pas le commentaire. Donc, 1, comment on fait sur les baisses. 2, oui, nous, on est prêt à collaborer. 3, dans une méthode qui soit
extrêmement serré, extrêmement rédigé, de façon à ce qu'on puisse prendre nos responsabilités. 4, en priorité la fiscalité locale, qui est le monstre absolu de notre fiscalité française. Et puis à partir de là, on pourra travailler. Est-ce que vous considérez que François Hollande, comme le dit une grande partie de l'UMP, est une catastrophe pour le pays, catastrophe aussi importante que le rapport PISA concernant l'éducation? C'est deux sujets différents, mais j'emploie le même mot à dessein. Parce que l'UMP, il lui tire dessus à boulet rouge. Écoutez, moi, je n'utilise pas des mots comme ça. Il est président de la République en exercice. Je suis dans l'opposition tout à fait clairement. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans l'opposition pour dire quelles sont les priorités. Exemple, la réforme de la fiscalité locale. Et en même temps, de faire des propositions. Voilà, c'est ça le rôle d'un responsable politique. Je pense que la vérité, c'est qu'ils n'étaient ni les uns ni les autres absolument pas préparés à gouverner. Pour ça, donc on est dans l'improvisation. Nous, on passe, tout le monde ricane, mais on fait un contre-gouvernement toutes les 4 semaines pour se préparer sujet par sujet, où il n'y a pas de presse, où tout est rédigé. Ça, c'est la stratégie de l'UDI, pour être précis. Oui, absolument. Nous l'UDI, on se prépare. Vous savez, c'est comme au foot, ça se gagne à l'entraînement. Bon. C'est la version anglo-saxonne, c'est le shadow gouvernement. Exactement. Mais comment vous pouvez imaginer qu'on décide à 17h30 de nommer un tel à tel poste, économie, alors que personne ne s'est préparé, les équipes ne sont pas prêtes. Il vous faut 1 an ou 1 an et demi avant de connaître l'environnement. Un gouvernement, ça vit dans un environnement avec des partenaires, il faut des compétences bien particulières, ça se prépare. Donc le drame de la France... Mais donc vous seriez le chef de l'opposition sérieuse, quoi. Écoutez, je ne sais pas si je suis, mais enfin, j'essaie d'être déjà le capitaine d'une alternative. Et les autres ne seraient pas sérieux, ni le Front National, ni mais je ne parle pas des autres. Je vous dis ce qu'on fait nous. Oui. Moi, je peux vous dire. Moi, je commente un peu. C'est votre rôle. Vous voulez qu'on parle, par exemple, du rapport PISA? C'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi. Depuis 2002, j'écris la même chose. Je suis venu avec les livres. Amenez-le, votre livre. Voilà. Je vais le montrer. Règle d'or. 10% des enfants sachant lire. Première richesse d'un pays. Et j'explique pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on est arrivé là. C'est assez simple. C'est la catastrophe de l'urbanisation française qui a amené des ségrégations culturelles, sociales et territoriales. Je vous donne un exemple. Après, je vous donnerai un chiffre. Non, mais tout est écrit depuis 15 ans. Je dis la même chose depuis 15 ans. Quand vous avez dans une classe, à la première année de scolarité, la maîtresse sait à Noël, quels sont les enfants un peu hors normes, hors format, soit parce qu'ils ont des problèmes de dyslexie, soit parce qu'ils sont en hyperactivité, soit parce qu'il n'y a aucun soutien à la maison, soit parce qu'il y a des problèmes de gencives, soit des tas de problèmes. On le connaît, la maîtresse, elle sait à Noël. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7 par classe. Pour eux, il faut qu'il y ait un système adapté. Là où ça a été mis en place, 80 000 enfants depuis 10 ans, ça s'appelle coup de pouce. Avec les parents, il faut tout un village dans ce cas-là pour élever un enfant. Ça fonctionne. Vous savez combien ça coûte? 1 000 € par enfant et par an. Vous le faites 1 an, vous sauvez toute la génération. Il faut bien comprendre que quand vous avez des enfants, j'en ai, qui sont un peu en difficulté, dans un certain nombre de milieux favorisés, ça va s'arranger. Le système de soutien se met en place. Donc, on sait faire. Mais pourquoi on dépense 30 milliards de plus que les Allemands et on paye les profs 20% Pourquoi il y a un décalage fantastique entre les deux? Mais attendez. Pourquoi il y a un décalage fantastique entre l'argent investi et les résultats? Mais parce qu'on ne fait pas le diagnostic. Il faut bien comprendre que l'école aujourd'hui de la République, selon l'endroit où vous êtes, c'est pas la même école. Ouais, ça, c'est sûr. Tout simplement, c'est pas la même. Faut pas, vous savez, faire beaucoup d'études pour comprendre ça. Dans les systèmes où ça a été mis en place, un coup de pouce, qui sont très professionnalisés. On prend les enfants 40 minutes, après avec les parents, il y a de la gestuelle, Bon, 93% de taux de réussite. C'est inadmissible. Notre système, il est formaté pour une société homogène. L'absence de diagnostic. Voilà. La question, c'est pas qui est responsable, c'est quel est le diagnostic. Quel est le diagnostic? On a cassé... Allègre, Ferry, Darcos... Non, le diagnostic... ils n'ont pas fait le diagnostic. Mais ça fait 30 ans. Mais ils ont la trouille des syndicats. Non, c'est pas seulement ça. Trop facile. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Moi, je peux vous dire, à Henri IV, vous n'avez même pas besoin d'un recteur d'académie. Ça va rouler tout seul. Ouais, ça va rouler tout seul. Mais si vous allez à Chanteloup-les-Vignes, ça va aller. Si on va à Chanteloup-les-Vignes, il faut des systèmes de soutien massifs. Or, ne vous y trompez pas, ça va très loin.
On dit la force de la France, c'est sa démographie, mais je t'en fous. Quand tu as 1/5 des jeunes qui ne savent pas ou mal lire, écrire, compter en fin de primaire, c'est ça la puissance d'un pays. La compétitivité, elle se joue là et sur la formation professionnelle qui est un autre scandale. Attendez, je vais aller plus loin. La violence, le racisme est un enfant de ce décrochage-là. Parce que quand un enfant n'a pas les codes, n'a pas la gestuelle, arrive pas à s'exprimer, vous savez comment ça se traduit ? Ça se traduit par de la violence. Moi, j'étais l'autre jour à Drancy, je voyais une de ces expérimentations, puis une maman qui avait un peu de mal en français, qui me disait, à propos du gamin, je le dis, il suit ce programme-là, il a retrouvé le sourire à la maison et il parle. C'est ce que c'est que des enfants emmurés pour des raisons de langage. Donc, et on va nous expliquer que tout ça, c'est la faute de l'Europe. Non mais, on a des sujets qu'on ne traite pas, faute de diagnostics précis, fondamentaux et sérieux. Ce scandale est absolu. Voilà. Mais est-ce qu'il faut que la méthode Borloo devienne la méthode de l'opposition ? Parce qu'on la connaît. Ce que vous êtes en train de nous expliquer point par point sur l'éducation, vous l'avez fait sur l'écologie et sur bien d'autres sujets. Oui, la rénovation des banlieues. Voilà. En général, le problème de l'opposition, aujourd'hui, que ce soit Marine Le Pen ou l'UMP, c'est pour ça que je reviens à la question de tout à l'heure, c'est plutôt, disons, une stigmatisation générale. C'est pas une critique de ma part. Mais c'est de dire, ce sont des incapables, ils sont pas faits pour le job. Et on l'a vu l'autre jour dans l'émission sur France 2, Moscovici leur répond, oui, mais vous avez plongé la France dans un abîme de dettes. Donc on a c'est une sorte de dialogue de sourds. Oui, mais il faut sortir de ça. À l'Assemblée hier, je suis intervenu sur cette affaire Pisa. Qu'est-ce que j'ai dit au Premier ministre qui était représenté ? J'ai dit, mais attendez, nous on est prêts là-dessus à l'Union nationale, l'Union républicaine, sur l'école. Posons ensemble les diagnostics. C'est pas très très long. Il faut un mois pour poser le diagnostic. Nos ségrégations. C'est ça notre sujet. Mais on est dans une monarchie républicaine où la presse de la cour commente la cour, on l'a encore fait tout à l'heure, la contre-cour commente la contre-cour, la cour renvoie à la cour d'avant, enfin, on est dans un système complètement dément. Il y a des sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord. Je vous donne un autre exemple. Ouais, et après, j'aurai une question importante. Un autre exemple. Qui gère les principaux flux publics ? Les partenaires sociaux. Voilà. Je suis un bon élève. Non mais c'est 650 milliards. C'est bien, oui. Et en vérité, ça c'est en direct, mais au total c'est 950. Ce que j'ai dit au Premier ministre l'autre jour sur la fiscalité, il me dit, mais est-ce que tu es choqué qu'on ait d'abord reçu les syndicats ? Mais je dis pas du tout choqué, moi. C'est des parties prenantes de notre société. Mais je pense, mon cher Premier ministre, que dans la conversation avec les partenaires sociaux, MEDEF, CGPME et tous les autres, je leur ai dit, sur tout ce que vous gérez, quelles sont aussi les améliorations d'efficacité et d'économie que vous pouvez faire. Bon, je pense qu'il faut inventer les partenaires sociaux, le paritarisme du XXIe siècle. Il est né d'un grand accord en 1945 entre les communistes et les gaullistes. Indispensable. Nous avons un système où les partenaires sociaux sont des opérateurs avec un nombre d'organismes considérable. Donc il faut les mettre dans la boucle. Mais évidemment, voilà. et leur demander, eux, quand le président du MEDEF... Pas d'autres un seul. Est-ce que vous savez combien le MEDEF, par exemple, désigne de mandataires dans les organismes paritaires ? 50 000. 50 000. Donc, il faut un syndicalisme puissant, mais qui soit moins opérateur et beaucoup plus en contrôle. La semaine dernière, sur LCI Radio Classique, j'ai reçu votre vice-président qui m'a dit... Bayrou, il faut s'en méfier. Borloo, il faut qu'il nous représente sur tous ces thèmes-là, le Grenelle de la dépense publique, etc., au présidentiel de 2017. Vous allez me dire, c'est une question de presse de cours, mais après tout... Non, là, en l'occurrence, on n'est pas dans la précédente... Non, ce que j'appelle la... Mais il faut... Répondez-moi à ça, parce qu'on arrive au terme. Mais je vous Est-ce que vous serez candidat en 2017 ? Non, ça, je ne vais pas vous répondre à cette question. Est-ce que le pays a besoin d'un capitaine, d'une équipe qui pose des diagnostics sans prétention et beaucoup d'humilité en bossant comme un malade ? Probablement. Donc est-ce que ça sera moi ? On verra. Honnêtement, la question aujourd'hui est-ce que Bayrou joue franc jeu ? Sauvadet dit... écoutez, vous savez, c'est qu'en marchant. Moi, procès d'intention, je ne connais pas. Voilà. C'est qu'en marchant, je pense qu'il y a là d'avoir une offre à la fois d'humilité et d'efficacité pour notre pays qui en a bien besoin. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo, le président de l'UD, était sur Radio Classique et LCI ce matin. Bonne journée à vous. La formule est sincère, même si elle est ritualisée. On vous retrouve, Magali et Christophe et Sophie dans un instant.